Conciliation du Premier ministre pour amener les protagonistes de la crise du football togolais à aplanir leurs divergences nées de la mise en place par la FIFA du comité de normalisation de la Fédération togolaise de football. Les acteurs impliqués dans l'exécution du programme d'intervention à base communautaire réunis à Kpalimé pour identifier les obstacles à la mise en œuvre de cette stratégie conçue pour faciliter l'équité dans l'accessibilité et la disponibilité des soins de santé en faveur des populations. Et enfin, un code de déontologie pour régir l'exercice du métier d'assureur au Togo. Ce document a été signé par les professionnels du métier dans le tout nouveau siège dont le comité des assureurs du Togo vient de se doter. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Ce télégramme de félicitations adressé par le président Faure Gnassingbé à son homologue iranien Hassan Rouhani. Pour commencer, l'Iran qui célèbre sa fête nationale, dans son télégramme, le président de la République dit saisir cette heureuse occasion pour saluer l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent fort heureusement entre la République islamique d'Iran et le Togo et souhaiter vivement les voir se renforcer davantage dans l'intérêt bien compris des peuples togolais et iraniens. Pendant que les éléphants de Côte d'Ivoire et leurs supporters savourent leur sacre de champion d'Afrique dans l'euphorie et la fierté générale, au Togo, les fossoyeurs de notre football, embroudés dans des guerres d'intérêt et d'ego, continuent de s'affronter. La mise en place par les instances internationales du football, la FIFA en l'occurrence, d'un comité dit de normalisation de la Fédération togolaise de football pour arrêter la descente aux enfers, ne semble produire pour l'instant aucun effet. Elle aurait au contraire aggravé les choses. La situation est telle que le Premier ministre a décidé de descendre personnellement dans l'arène pour tenter à son tour de calmer les esprits. Ainsi, ce mercredi, il a présidé une séance de travail avec les responsables du dit comité et ceux d'un regroupement de clubs et de ligues appelé le C11. La réunion visait donc à aplanir les divergences. Le chef du gouvernement a-t-il réussi son exercice? Kamel Madi Akapo, qui a assisté aux discussions, nous en parle. Face au chef du gouvernement, ce matin à la primature, les membres du comité de normalisation de la Fédération togolaise de football et les représentants des présidents de clubs et de ligues regroupés au sein du comité de coordination. Objectif, échanger les idées nouvelles pour apaiser la famille du football déchirée ces derniers temps par des divergences nées de la mise en place par la FIFA du comité de normalisation de la Fédération togolaise de football. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement, Célia Godji, a invité l'ensemble des acteurs du football à dépasser les querelles intestines afin d'instaurer un climat propice au développement du football dans notre pays. Vous êtes des acteurs qui travaillent quotidiennement pour que ce sport demeure. Et s'il y a des difficultés, c'est d'abord à vous qui devez nous dire comment vous voyez les solutions. Et donc on s'était vu, on a échangé par rapport à la mise en place du comité de normalisation. Ça fait à peu près un peu plus d'un mois. Vous avez souhaité me revoir. Je pense que vous avez les uns les autres des idées nouvelles nous permettant d'apaiser totalement ce milieu et de mettre un peu plus de sérénité dans la gestion des affaires de football. Vous savez très bien que nous avons l'accompagnement aussi des instances internationales, FIFA et la CAF. Notre devoir, c'est de faire en sorte d'être totalement en phase avec elles. Et les réflexions que nous pouvons être amenés à faire doivent concourir à les amener, à nous aider, à proposer des solutions justes à nos problèmes. En tout état de cause, je pense que la situation n'est pas au-dessus de nos capacités et de nos forces. Il suffit que chacun fasse un petit examen de conscience, ait un peu de recul et réfléchisse d'abord à l'intérêt du football et de notre pays. Et je pense que nous aurons forcément et naturellement la bonne solution. À l'issue de la rencontre, les membres du comité de normalisation de la Fédération togolaise de football et les représentants des présidents de clubs et de ligues regroupés au sein du comité de coordination se sont réjouis de cette séance de travail qui a permis de faire évoluer les différentes positions. Ils ont surtout dit avoir espoir aux entretiens qu'ils mènent avec le gouvernement dans le cadre de la résolution définitive de la crise que traverse le football togolais. Nous, les membres de coordination de la Fédération togolaise de football, nous avons posé un certain nombre de réserves quant aux conditions de mise en place du comité de coordination. Et
le 4 février dernier, nous avons demandé à ce qu'un congrès extraordinaire soit organisé pour pouvoir mettre en place rapidement un nouveau bureau de la fédération. Donc au regard d'un certain nombre de dissensions, nous avons été reçus par le Premier ministre pour aplanir les divergences et reposer notre condition, un certain nombre de conditions, dont la première est que nous ne voulons pas participer à une compétition, à quelque compétition que ce soit, en demandant au comité de normalisation de faire la mission qui lui a été assignée, celle de préparer les tests, de mettre en place les conditions d'organisation des futures élections et de faire en sorte qu'on mette en place un bureau exécutif. Et deuxièmement, nous avons déploré auprès du Premier ministre ces querelles et ces insultes, ces attaques qui se font au niveau des médias par des personnes que nous accusons d'être téléguidées. Et troisièmement, nous avons estimé que au niveau du comité de normalisation, il n'y a pas des efforts de cohésion et d'harmonie au niveau des membres de la fédération. Tout ceci mis ensemble, le Premier ministre a effectivement relevé qu'il a compris notre position et a demandé à ce que nous puissions suspendre les effets de notre demande de convocation d'un congrès extraordinaire pour que nous nous rapprochions du comité de normalisation, ou du moins ce qui se rapproche de nous, pour recueillir notre avis, pour que nous nous mettions ensemble pour travailler et accélérer les travaux, afin que dans un délai très court, nous puissions mettre en place les instances dirigeantes de la fédération et continuer. Donc je crois qu'on a rapproché le point de vue et le Premier ministre a même demandé que nous puissions nous retrouver avant la fin de la semaine prochaine pour commencer par travailler. Le Premier ministre nous a reçus, nous a prodigué des conseils. Il a fait de son mieux, il nous a incité et il a fait en sorte que les positions que nous puissions enfin nous entendre et qu'on puisse quand même travailler ensemble. Et je crois que il est à espérer que dans les jours à venir, toute la famille du football sera réunie et que tout le monde travaillera pour le bien-être tout simplement de cette fédération. C'est tout. C'est en décembre dernier que la FIFA a décidé de la désignation de comité de normalisation afin de réviser les statuts de la FTF et organiser des élections d'ici à novembre prochain. Quelques heures plus tôt, M. Aoumezounou avait conféré avec une délégation de l'Organisation mondiale de la santé. Les échanges ont porté sur la stratégie de mobilisation des ressources humaines dans le secteur de la santé mise en œuvre par l'OMS. Des précisions avec la chargée des ressources humaines de l'organisation, Mme Laurence Koudia, qui répondait aux questions de Carmen Madié Akabo. Nous avons discuté des personnels de la santé, de leur disponibilité. Vous savez que le pays s'est engagé à améliorer la couverture universelle de la santé et d'assurer l'accessibilité des services de santé à toute la population. Et dans ce cadre, il nous faut du personnel pour accompagner cette stratégie. Notre audience avec le ministre était pour présenter des stratégies parce que l'OMS est en train d'appuyer le ministère dans le développement ou l'analyse du marché de l'emploi des personnels de la santé afin que le Togo puisse adopter des stratégies qui renforcent la présence de ce personnel partout où on en a besoin en quantité et en qualité. Donc, Togo fait des efforts appréciables, mais vous savez très bien qu'il y a eu, par exemple, récemment la crise de l'épidémie Ebola. Nous rendons grâce à Dieu que le Togo n'ait pas été touché. Mais ceci signifie que les efforts doivent encore se poursuivre, doivent permettre d'assurer en tout temps et en toute occasion la disponibilité des services pour éviter que les crises que l'on a qu'ont connues des pays voisins puissent être les nôtres. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de vraiment aider le pays à mettre en place les stratégies pour vraiment assurer que le système de santé soit fort, le système de santé puisse permettre à chaque Togolais d'avoir les services nécessaires pour leur santé. Donc le Togo est en marche, le Togo fait des efforts et l'OMS accompagne
le Togo dans ces efforts-là. Et je dois vous dire aussi que si nous faisons ces interventions, c'est aussi grâce au financement français, les fonds français Moscoka, qui ont été mis à la disposition des agences des Nations Unies, dont l'OMS, pour appuyer le gouvernement dans ses efforts en matière de services de santé. On a également parlé santé du côté du Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale, où le docteur Christian Mouala, nouvellement nommé représentant de l'ONU-SIDA au Togo, est allé rendre une visite de courtoisie au chef du Parlement togolais. Les questions liées à la pandémie du VIH-SIDA ont naturellement été abordées durant l'entretien que Dama Dramani a accordé au docteur Mouala. Apollinaire Kadanga a recueilli les propos de ce dernier au sortir de l'audience. C'était une visite de courtoisie au cours de laquelle on a abordé notamment 4 points, celui donc de l'agenda du VIH au Togo, celui donc du rôle des parlementaires sur les aspects de mobilisation des ressources, mais aussi sur les aspects donc de plaidoyer sur les thématiques qui concernent le VIH, notamment le zéro nouvelle infection, zéro décès lié au VIH, mais aussi zéro discrimination. Et l'interview qui était très appréciable et très intéressant a conclu donc à la disponibilité du président de l'Assemblée nationale ainsi que des parlementaires pour appuyer et soutenir la riposte contre le VIH au Togo. Donc de notre part, nous avons réaffirmé le message du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé, qui nous a réitéré cette confiance donc pour accompagner le pays pour une riposte efficace. Madame Laurence Kodja l'a dit tout à l'heure, sortir d'un entretien avec le Premier ministre. La meilleure stratégie aujourd'hui pour étendre la couverture sanitaire au plus grand nombre des habitants d'un pays, c'est ce que l'on appelle les interventions à base communautaire. Plusieurs pays comme la Chine, l'Éthiopie, le Sénégal l'auraient déjà expérimenté avec succès. Le Togo aussi s'y est mis depuis 2009, mais des goulots d'étranglement seraient en train d'entraver le processus. Raison pour laquelle les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre sont réunis depuis ce matin à Kwalimé pour en débattre, identifier les insuffisances et définir de nouvelles orientations. Précision, Christine Petcheki-Aloudé. Depuis 2009, le ministère de la Santé s'est doté d'une politique nationale des interventions à base communautaire, une politique qui prend en compte des dispositions en matière de soins et services. Le bilan du travail réalisé au terme de la période 2010-2013, période couverte par le plan stratégique des interventions, révèle des résultats encourageants, mais des défis importants restent à relever. Ils sont relatifs notamment à l'intégration et à la coordination des agents, aux nouvelles délégations de tâches et aux problèmes liés à la motivation des agents. Autant de préoccupations prises en compte dans le nouveau document de politique nationale. Ce plan nouveau permettra de mettre en œuvre les interventions de santé au niveau communautaire en s'assurant que les agents de santé communautaire seront outillés, seront également formés sur les nouvelles orientations, ce qui permettra d'atteindre les communautés jusqu'au niveau le plus périphérique possible. L'initiative est bien appréciée par les agents du système des Nations Unies. Elle participe, selon le représentant, à l'atteinte des objectifs de la politique de santé élaborée et mise en œuvre par le gouvernement. Nous l'appuyons très fortement parce qu'il s'agit, comme j'ai dit, d'une intervention extrêmement importante pour améliorer l'accès et l'offre de services au niveau des populations plurales. Et nous appuyons cette politique, nous appuyons sa finalisation et nous appuierons aussi sa mise en œuvre. La révision du document de politique nationale des interventions à base communautaire vient donc répondre aux exigences actuelles, celle de disposer d'un système de santé performant, aussi bien en matière des soins que des services et adapté à toutes les couches de la société. Intéressons-nous à présent aux acteurs directs de ce programme, ceux qui apportent les soins de proximité aux populations à la base, c'est-à-dire ceux qui exécutent cette politique d'intervention à base communautaire. On les appelle les ASC, agents de santé communautaire. Ils constituent un maillon essentiel dans la stratégie d'amélioration de l'accessibilité et de la disponibilité des services de santé. En quoi consiste exactement leur mission? Christine Petcheki-Aloudé s'est intéressée, elle, à la question. Elle nous en rapporte les réponses dans le document que voici.
Les agents de santé communautaire interfacent entre le système de santé et les communautés. Le concept permet de disposer d'un nombre suffisant d'agents sanitaires pour desservir toutes les collectivités, y compris celles des zones reculées. Près de 12 000 sont sur le terrain. Ils peuvent contribuer à faire connaître et utiliser les services de santé. Amoussou Sadoukou est l'un de ces agents à Tchamba. Il a une grande expérience. Sur le terrain, en proportion de l'hygiène, là c'est dedans. Il sensibilise sa communauté à propos d'hygiène. Vaccination. Quel est l'avantage de la vaccination? En proportion, par rapport à, comment dirais-je, planification, l'ASC est capable de donner aussi à ses mamans. Le succès des interventions à base communautaire a été démontré dans la mise en œuvre de plusieurs programmes, selon les acteurs en charge de la santé. Le Togo a été certifié en 2011 comme pays ayant éradiqué la drépanocytose. Et le Togo est le premier pays en Afrique subsaharienne où la transmission de la fièvre lymphatique a été interrompue. Et le Togo aussi est un modèle dans l'Afrique subsaharienne où pour la lutte contre l'onchocercose. Les interventions à base communautaire ont contribué aussi à l'efficacité des programmes de vaccination. L'agent de santé communautaire agit comme un intermédiaire entre la collectivité dont il est issu et les services de santé. Ces tâches ne sont pas exercées sans difficulté. Tu peux rentrer quelque part même, tu seras refourré aussi par les gens. Accueil même pour t'accueillir ces problèmes. C'est toi maintenant de savoir leur parler pour qu'on puisse te dire bonne arrivée. Le rôle de l'agent de santé communautaire, du fait de sa double allégeance à l'égard de la collectivité d'une part et du système de santé d'autre part, n'est pas simple. Il doit essayer de maintenir un équilibre entre l'orientation collective et l'orientation clinique. Le traitement, la prévention, l'action individuelle et collective doivent aller de pair. L'autre politique élaborée et mise en œuvre par le gouvernement pour faciliter l'accès aux soins de santé aux populations togolaises et qui connaît d'ailleurs lui aussi un certain succès reste la couverture maladie universelle pilotée par l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie. Ici aussi, on pense à l'extension des prestations. Ainsi, après les agents de l'administration publique, premiers bénéficiaires de ce produit, d'autres couches vont intégrer le cercle. Il s'agit des paysans et des artisans. Le projet d'extension qui les prend en compte a déjà été élaboré et les dirigeants de l'INAM ont entrepris de le présenter à ces organisations paysannes et des artisans à travers une tournée nationale. L'étape de Kara dans ce reportage de Nestor Mouzou. Depuis le 1er mars 2012, les agents de l'administration publique et assimilés jouissent d'un régime d'assurance maladie. Ce régime est géré par l'INAM. Par rapport à l'impact des services de l'Institut national d'assurance maladie sur la vie des bénéficiaires, d'autres couches socio-professionnelles ont manifesté leur envie d'être aussi prises en compte. L'idée est sur la bonne voie. L'INAM a démarré en octobre dernier une mission d'information et d'échange avec les agriculteurs et artisans. Kara est la deuxième étape après Lomé. La délégation de l'INAM a rencontré à Kara les délégués issus des régions Savane, Kara et Centrale. L'assurance maladie est quelque chose d'assez spécifique. Donc, pour parler de modalités, il faut comprendre, connaître et s'adapter. On ne peut pas demander à un paysan qui fait une récolte annuellement de payer tous les mois, par exemple, une contribution, s'il n'a pas un mécanisme de préfinancement derrière. Tout ça, c'est des choses que nous allons essayer de comprendre, qui sont déjà comprises, mais que nous allons affiner avec eux pour convenir de la meilleure façon de leur apporter des solutions sans déséquilibrer eux-mêmes leur fonctionnement et leur activité, de nous adapter à leur économie. Dans l'esprit des représentants des organisations paysannes, tout est à présent clair et l'avenir est prometteur. Je suis vraiment très ravi de cette rencontre qui est capitale pour nous, l'organisation paysanne et artisanale. Et vraiment ce qu'on attendait de l'État aujourd'hui, vraiment on n'a pas beaucoup de mots, on a plus beaucoup de mots et de remerciements envers lui. Puisque entre-temps, nous les producteurs, on se voyait isolés.
Dans la vie de l'homme, la santé, c'est très important. Et si aujourd'hui, on nous réunit pour voir comment faire en sorte que l'agriculteur puisse avoir accès à l'assurance universelle, c'est très très important pour nous. C'est vraiment une information qu'on ira faire une large diffusion avec nos collègues. Après cette tournée d'explications et d'échanges sur le projet d'extension de l'INAM, l'étape suivante sera celle de la collecte des informations. Une phase qui permettra de déterminer les modalités pratiques de cotisation et d'adhésion. La directrice générale de l'INAM, Mme Myriam Doussou, qui sera l'invitée de Pierre Soussoupo et Adolphe Paka dans l'émission Le Togo en marche de demain, 21h. Restons dans l'assurance classique et parlons précisément de l'exercice du métier. Un nouveau code de déontologie va désormais régir la profession. Structuré en 7 titres et comportant une série d'obligations pour le professionnel, ce code a été signé aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du local qui va abriter le siège du comité des assureurs du Togo. Reportage d'Ede Koussao, Constantine Bonfou. Les assureurs exerçant au Togo, réunis au sein du comité des assureurs du Togo, veulent dorénavant parler d'une même voix. Ce, grâce à un engagement renouvelé à travers le code de déontologie. Aujourd'hui, le marché des assurances est animé par une 12 compagnies. Avec un chiffre d'affaires de près de 45 milliards, il est devenu impérieux que le marché soit assaini et qu'il y ait des règles qui puissent régir le marché. Le code de déontologie d'une profession appelle à l'éthique devant régir la corporation, aux droits et devoirs de ceux qui l'exercent, de même que les obligations vis-à-vis des partenaires que sont ici les clients et les agents intermédiaires. La signature de ce code impose des obligations aux assureurs. Les premières obligations, la première, c'est d'abord l'obligation envers d'abord les assurés. Parce que si nous sommes compagnie d'assurance, c'est pour que nous puissions offrir un service de qualité à nos assurés. Et c'est en cela que les assureurs doivent faire attention dans d'abord la distribution des produits d'assurance, en prenant le temps d'informer sérieusement la clientèle sur les garanties qui sont offertes. Les assureurs doivent tout faire pour régler les sinistres dans un délai contractuellement bref et qu'ils doivent éviter de faire des manœuvres dilatoires et empêcher les assurés de bénéfice de leurs indemnisations. Entre assureurs, il est aussi question d'éviter la concurrence déloyale, tout comme la volonté affichée de prendre en compte la qualification en la matière des agents intermédiaires. Le cabinet d'analyse statistique et économique CASAfrique a publié aujourd'hui les résultats de sa deuxième étude de mesure d'audience des médias au Togo pour le compte de l'année 2014. Il ressort de ce document que 34% de la population active de la préfecture du Golfe s'informe par le canal des chaînes de télévision contre 25% pour les stations de radio locales. L'étude vise à amener les médias, surtout audiovisuels, à connaître les besoins en information de leur public et à concevoir leur grille de programme en conséquence. Des précisions dans ce reportage de Emmanuela Diaklo et Clarisse Atikle. Au Togo, plus précisément dans la préfecture du Golfe, les chaînes de télévision et stations radio locales sont plus utilisées que les autres médias. En moyenne, 34% de la population de la préfecture du Golfe ont recours de façon journalière à la télévision contre 25% pour les stations radio. Ces chiffres sont les résultats d'une enquête sur les audiences des médias au Togo en 2014. Elle a été réalisée par le cabinet d'analyse statistique et économique CASAfrique qui veut ainsi accompagner les médias dans l'amélioration de leurs prestations. Nous avons constaté de 2013 à 2014 une baisse d'attraction au niveau des médias. C'est-à-dire que la population est de moins intéressée par les événements d'actualité au Togo. Et donc, nous proposons pour les médias plus de professionnalisme. Parce que la concurrence aujourd'hui est réelle. C'est-à-dire, quand nous prenons les médias aujourd'hui, la télévision, la radio, avec la facilité que la population a pour aller sur les chaînes étrangères, la menace est réelle.
Donc pour les médias, il faut plus de professionnalisme. C'est-à-dire qu'il faut aller plus vers la satisfaction des besoins réels d'information et de formation de la population. Cette étude permet aussi de classer les médias par rapport à leur niveau d'audience. Le cabinet a relevé que les sujets liés à la santé, à l'éducation, au social intéressent plus les populations. En revanche, ceux ayant trait à la corruption, au développement politique, à l'économie nationale viennent au second plan. C'est en gros les habitudes médias des populations qui ont été étudiées dans l'intérêt des pouvoirs publics, des annonceurs et des entreprises de presse. Le rapport de l'étude est désormais disponible au niveau du cabinet CAS Afrique pour les médias désireux de s'en procurer pour améliorer leur travail et partant leur audience. À part les informations, les émissions interactives sont les programmes qui attirent le plus les auditeurs et téléspectateurs. Ces opportunités offertes au public d'intervenir directement dans les débats connaissent malheureusement quelquefois des dérapages. Adolphe Paka. Au début, le téléphone et aujourd'hui l'Internet dans les studios de radiodiffusion et de télévision. Les grands moyens d'information ne s'arrêtent plus à leur simple rôle d'informer. Désormais, l'on peut aussi communiquer, ouvrir l'antenne au grand public pour des émissions interactives. Les émissions débat et interactives sont d'une importance capitale parce que ça permet d'abord à nous journalistes de donner notre opinion librement sur l'actualité et aux auditeurs de se prononcer sur ce qui se passe de normal ou d'anormal dans notre pays. Invités par voie téléphonique ou présents au plateau, les auditeurs ou téléspectateurs ont l'opportunité de s'exprimer en direct à l'antenne. Exercice parfois risqué en termes de dérapage. L'auditeur peut donner son avis et outrepasser les règles puisque lui n'est pas journaliste et pouvait appeler à une insurrection ou autre chose qui pouvait créer un délit de presse. Malgré ces risques, ce créneau reste pourtant un bon indicateur pour la liberté d'expression. C'est important de continuer par donner la parole au peuple à la veille des élections, mais il faut toujours canaliser, faire un peu le garde-fou de ces émissions-là pour que ça ne dérape pas. Parce que il est important que les citoyens s'expriment, parce qu'un peuple qui ne s'exprime pas et qui accumule les frustrations, le jour où le peuple là va se prononcer, il pourra se prononcer violemment. Entre les risques de dérapage et l'esprit participatif, le seul maître à bord reste donc le journaliste animateur. Même si avant de venir au studio, je prends la peine pendant 3 heures de préparer méthodiquement l'émission, on ne peut pas toujours garantir ce qui va sortir de la bouche d'un invité, confrère journaliste ou bien invité surtout politique. Alors, la mesure que je prends d'abord, je suis attentivement les propos des uns des autres et quand j'entends, quand il sort de la bouche d'un invité, un propos discourtois qui manque de respect à l'endroit d'une personne physique ou bien d'une institution, je recadre aussitôt l'invité en le priant de choisir un terme beaucoup plus doux, beaucoup plus approprié. Des personnes physiques dont le nom a été cité au club de la presse, dans les instants qui suivent, la personne ou bien un de ses proches intervient en direct. Exercice difficile mais qui ne manque pas d'attrait pour l'audience. Il revient donc au maître des studios de bien garder le contrôle et la maîtrise des émissions et de gérer en même temps invités et auditeurs téléphoniques à l'antenne. Les derniers échos des manifestations commémoratives des 10 ans du décès du président Gnassingbé Eyadema, un concert de chant choral a été offert aux amateurs de ce genre musical par les universités de Lomé et de Kara. Nous allons les suivre avec Nestor Mouzou dans ce reportage. Les chorales des universités de Lomé et Kara rendent hommage au Père de la Nation à travers ce concert au Palais des Congrès de Kara. Pour la chorale de l'université de Lomé, Feu Gnassingbé Eyadema a été son père fondateur. Quant à celle de l'université de Kara, elle naissait au moment où le Père de la Nation quittait ce monde. Au regard des actions de l'homme, elles ont tenu à honorer sa mémoire au 10e anniversaire de son appel à Dieu. Nous avons voulu
par ce concert, nous aussi rendre hommage à ce grand homme pour tout ce qu'il a fait pour ce pays et tout ce qu'il a fait spécialement pour la chorale à venir. Donc voilà, c'est un peu notre façon aussi de remercier Dieu et de rendre hommage à ce illustre disparu. C'est une marque de reconnaissance simplement que nous sommes venus faire à travers ce concert de chant, véhiculant les idéaux qu'il a su protéger, surtout les idéaux de paix. D'autres chorales ont aussi participé à ce concert organisé en honneur à Niassingbe et Adema. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous informe pour terminer qu'une grosse pluie est en train de s'abattre sur la ville de Lomé en ce moment. Excellente soirée à tous. Au revoir.